Alors, je suis Ivi Tongania, j'ai 41 ans déjà, et pilote professionnel de formation. Et cela fait aujourd'hui 19 ans que j'ai commencé le métier de pilote. Donc, depuis 2015, je suis pilote professionnel. Alors, je travaille pour une compagnie de la place, une compagnie aérienne, en tant que pilote professionnel. Et depuis 2015, avec mon collègue Dani, nous avons mis en place notre plateforme Sim Aerospace pour répondre à un besoin spécifique parce que, étant jeune à l'époque, les gens dans notre environnement ont encore du mal à accepter que des Congolais, des jeunes Africains puissent piloter les avions. On remarque qu'il y a toujours ces barrières-là. Et donc, pour nous, le moyen de lever ces barrières, c'était monter un projet qui pouvait montrer aux gens que piloter l'avion, ça ne demande pas d'être Einstein, ça ne demande pas avoir 5 ans ou 60 ans. Bien sûr. Voilà, si vous sélectionnez la bonne personne, vous lui donnez le bon training, il n'y a pas de raison que la personne n'arrive pas à le faire. Donc voilà, et donc pour ce faire, nous avons mis en place Space, qui est aujourd'hui cette plateforme-là, qui regroupe tous les professionnels de l'aviation pour faire partager un peu ce rêve de l'aviation et tous ces métiers de l'aviation. Donc voilà, et de l'autre côté aussi, avec le temps, je suis devenu entrepreneur. Donc, je suis devenu un deuxième pivot entrepreneur parce que faire un projet après, ça vous pousse à devenir entrepreneur, à devenir businessman. Donc de l'autre côté, j'ai un background aussi technique. J'ai fait une formation technique industrielle tout mon lycée. OK. Et le fait que je sois également pilote professionnel, j'ai passé énormément de temps dans différentes écoles d'aviation. En tout, j'ai passé 10 ans dans différentes écoles d'aviation Wow. pour apprendre des compétences. Donc, aviation civile comme hélicoptère, j'ai fait beaucoup de plateformes. Et donc, Justement, du coup, j'allais ça, te demander quel type quel type d'appareil tu pilotes. Est-ce que ce sont juste ce sont des Boeing, des hélicoptères, ou c'est tout type en fait d'appareil, bien tu peux juste te spécialiser sur quelques appareils. alors, j'ai un certain background et actuellement, je vois sur des avions turbopropulseurs qui OK. sont de construction chinoise, des MA60. Ce sont des avions turbopropulseurs d'une capacité de 56 places et qui font ce qu'on appelle l'aviation de ligne régionale. Et donc, ça fait, on va dire, depuis 2016 que je travaille dans cette compagnie Air Congo, voilà, qui dessert un peu le pays tout entier. Donc voilà, mais en dehors de ça, j'ai eu à piloter d'autres avions, d'autres plateformes, hélicoptères, généralement surtout beaucoup d'avions légers. Et OK. voilà, donc depuis 2002, je suis dans l'aviation. OK. Et ta formation, où est-ce que tu l'as suivie? Est-ce que c'est à Brazza ou ailleurs? Alors j'ai commencé mes premiers pas de l'aviation au Cameroun, donc dans un pôle aéronautique en 2002. Après cela, j'ai suivi d'autres formations en Algérie pendant 4 ans. Et donc en 2012, j'ai suivi ma dernière formation en Afrique du Sud où j'ai passé encore 4 ans, où j'ai fait des formations pilote d'avion de ligne et où j'avais même commencé une formation instructeur pilote. Et malheureusement, je n'ai pas terminé pour certaines raisons de budget. Et donc, je l'ai fait à moitié, je suis rentré. Donc, ma dernière formation remonte de 2000, entre 2012 et 2015. J'étais en Afrique du Sud, Wow, pilote d'avion de ligne. un beau, tu as un peu produit vraiment africain parce que tu as eu à te former vraiment dans des écoles basées en Afrique. Exactement. Donc, toute mon expérience est en Afrique. Je n'ai pas appris le pilotage sur un autre continent. C'est C'est vrai que j'ai eu à faire des opportunités de stage à l'étranger, en Europe et autres, ou en Asie, mais tout ce que j'ai appris, toutes mes formations de pilote, c'est ici, en Afrique. en Afrique, OK. Et en même temps, ce que je remarque dans tout ton parcours, j'ai vu que tu as vraiment fait beaucoup de formations et du coup, on se demande que est-ce que être pilote, ça demande vraiment tant de formations. À chaque fois, il faut des mises à jour, à chaque fois. Mais j'imagine que c'est ça. Oui, alors le métier de pilote, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Et même quand vous avez atteint une compétence, vous devez Exact, la renouveler. Donc, c'est exact. ce que exige la réglementation. Quand vous avez une qualif sur un avion, la réglementation vous exige de renouveler la compétence chaque année, minimum chaque année. Sinon, dans certains pays, c'est chaque 6 mois. Vous OK. devez aller être réévalué pour savoir si vous êtes toujours compétent sur l'avion, même si vous volez tous les jours. C'est Donc ça. voilà, parce que en temps normal, quand on vole, généralement, il fait beau temps, il y a rien, il n'y a pas de bobo. Mais on entraîne les pilotes pas pour voler en beau temps. On entraîne les pilotes pour gérer les pires situations qui peuvent arriver. Exact. C'est-à-dire s'il y a un feu, s'il y a un moteur qui tombe en panne de décollage. Oui. Voilà, donc il faut entraîner les pilotes pour ces cas de figure-là. Et comme on peut faire 2 ans, toute une année sans incident, Ah, donc du l'instant. coup, vous tombez dans
dans la routine La et zone de vous voulez un petit confort. peu de chance. Exactement. Et donc, voilà la raison pour laquelle il faut repartir au simulateur Exact. pour se ressourcer et être mieux aguerri encore si jamais il y a une urgence à gérer en vrai. OK. Donc là, merci pour ton background. Donc là, on va sortir un peu de ton background et se lancer un D'accord. peu vers la startup. Alors, Mhm. d'où te vient, je pense que vous avez un peu déjà dit comment l'idée t'est venue pour cette startup. Donc, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? D'où te vient l'idée de lancer cette startup et quels sont aujourd'hui les différents services que vous offrez à travers cela? Oui, effectivement, pour nous, il était important, il était temps, on va dire, de commencer à démarrer une certaine aviation ici au Congo et en Afrique, surtout subsaharienne. Alors, l'aviation aujourd'hui, c'est encore une utopie, hein. C'est vraiment un monde fermé, c'est Comme, vu comme très, beaucoup de très, très domaines, loin. comme beaucoup de domaines en Afrique, c'est pas juste, il y a tellement de domaines dans lesquels qui ne sont pas vraiment explorés en Afrique et dans lesquels Mhm. on a énormément de retard. Et moi, quand j'ai vu votre projet, je me suis dit, waouh, là, il faut vraiment que et nous, ici à Journée d'Afrique, on veut vraiment exposer tout ce qui se Mhm. fait et inciter les autres vraiment à s'y lancer. On a besoin de voir tous ces domaines-là décoller en Afrique. Oui, exactement. Et donc, toute cette industrie aéronautique n'existe pas parce que c'est toute une industrie. C'est comme l'industrie du cinéma et donc c'est tout un monde complexe, il y a tellement de métiers et tout ça, c'est méconnu. Et vous remarquez que sur le continent, c'est encore beaucoup d'expatriés qui viennent travailler. Donc, parce que sur le continent, nous ne formons pas. Le Exact. peu de pilotes qui sont sur le continent, généralement, s'ils sont formés en Afrique, c'est peut-être l'Afrique du Sud et le Maghreb. Mais sinon, le reste des pays subsahariens, les pilotes sont formés Wow. soit en Europe, soit aux États-Unis. Vous Wow. voyez, donc avec des personnes qui sont formées goutte par goutte, on ne peut pas espérer bâtir une industrie. On ne va pas y arriver. Il faudra des siècles. Donc, il faut commencer dès le bas, dès les premiers petits pas. Donc, comme un bébé, on commence dans le berceau. On ne va pas commencer directement avec des grandes compagnies aériennes si vous n'avez pas la capacité d'avoir des écoles qui forment le personnel pour vous. Donc, il faut commencer en bas. Et nous, comme on n'a pas les grands moyens, nous avons décidé de commencer avec un simulateur. On s'est dit qu'on ne peut pas acheter l'avion, mais par contre, un simulateur, c'est accessible. On peut peut-être pas l'acheter le simulateur parce qu'il coûte très cher, mais on peut le fabriquer. C'est pas de la OK. magie. OK. Et donc, c'était une première expérience. Donc, on s'est lancé ce défi-là de fabriquer notre premier simulateur de vol. Et c'était vraiment un challenge parce que nous étions même pas sûrs que ça allait fonctionner. Donc, on a suivi plein de tutos sur Google, sur YouTube, et on s'est vraiment informé. L'avantage, on est pilote, donc on sait comment l'avion fonctionne. Il fallait juste trouver comment relier ce côté technique avec le savoir que nous avons déjà en tant que pilote. Et donc, ça nous a pris 7 mois, le premier simulateur de vol, pour le mettre en place, avec beaucoup de challenges. Voilà. Et donc, il y a eu des personnes ressources qui sont venues surtout nous appuyer, des amis électriciens, électroniciens, voilà, quand on avait des difficultés. Et petit à petit, nous avons pu réaliser le premier simulateur. Et là, comme les gens ont vu le premier simulateur, ils ont dit, waouh, c'est vrai que ces Donc, gars, ils ont comment osé. On pensait que c'est une wow. blague, ces gens-là, ils jouaient, Donc, mais si je ils sont comprends allés au bien, bout de ça. wow. Donc, si je comprends bien, vous partez des vidéos sur YouTube et des recherches sur Google et vous arrivez à monter l'affaire par vous-même sans, euh, Justement. Ouais. wow. Ouais, OK. donc, c'était vraiment un challenge et on s'est dit que ben voilà, il faut que ce projet marche. Et En c'était sept, vraiment pour nous. Vas-y. en 7 mois, vous avez réussi à avoir un premier prototype. Voilà. Nous Wow. Et avons eu le premier prototype. Il a fait 7 mois pour être élaboré. Et on l'a fabriqué vraiment dans la rue, hein. Si je vous envoie les photos, tu vas voir que c'est vraiment dans la rue. On a commencé dans un décor vraiment, on dit vraiment dans la rue, avec des tôles, des wow. rouillés. On a ramassé plein de choses, on a bricolé. Du Voilà. coup, Et j'aimerais savoir, c'est quoi, quelles sont les composantes en fait? Les composantes, je vais aller, les composantes physiques, les donc ce qu'on techniques. peut voir, et les composantes aussi logicielles, j'imagine que qu'il en faut également. Donc, quelles sont ces composantes-là? Alors, un simulateur, logiquement, il y a 3 parties. Vous avez le côté structure, donc il faut un habitacle. Parce que ce qui est important, il faudrait que psychologiquement, la personne ait l'impression qu'il entre dans un cockpit d'avion. Donc, il faut Ok, créer un habitacle. Si vous le ok, mettez ouvert, ça n'a pas de sens. OK? ok, Donc, il faut construire un habitacle, ça c'est le côté mécanique, une structure mécanique à construire. Donc, ok, c'est une chose. Après, de l'autre côté,
vous avez besoin de créer l'interface qui va reproduire l'environnement de l'avion, c'est-à-dire des instruments, le visuel, voilà. Il faut qu'on reproduise cette interface-là. Alors, pour reproduire cette interface la technique aujourd'hui la plus utilisée, c'est d'utiliser des écrans. Donc, on utilise des écrans qui sont des écrans standards, des écrans LCD que vous avez chez vous à la maison, sur lesquels on va reproduire tout l'environnement de vol, c'est-à-dire les instruments, les systèmes, etc., de façon virtuelle. Maintenant, pour afficher ces données-là, tout ce qui est visuel là, il faut que ce soit piloté par un ordinateur. Donc là, vous avez un côté informatique. Oui. Voilà, donc c'est l'ordinateur qui va servir un peu de cerveau. En fait, c'est lui le moteur du simulateur. Donc, c'est lui qui va fournir toutes les informations que vous aurez besoin de simulateur. Et donc, dans cet ordinateur-là, vous avez un système de simulation, OK, qui est sur le marché. Nous ne le créons pas parce que pour créer un logiciel de simulation, c'est toute une grande maison. Et il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il n'y a que 3 grands fournisseurs de logiciels de simulation dans le monde. Donc, tous ceux qui conservent les simulateurs, c'est la même chose. Ils s'approvisionnent chez l'un des fournisseurs. Et donc, vous prenez le logiciel, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le customiser. C'est-à-dire, vous devez, à partir de simulation, le logiciel, il est brut. Il vous définit juste la simulation d'un avion, ce qu'il peut faire. Maintenant, vous, en fonction du cockpit que vous devez avoir, vous devez choisir quel type d'instrument vous allez avoir, combien d'instruments vous devez les mettre, comment vous devez les disposer et comment ils doivent interagir. Donc, ça, c'est maintenant vous, en tant que constructeur, vous devez commencer à chercher qu'est-ce qui est important pour vous pour pouvoir customiser votre simulateur pour que ça ressemble à un produit que vous voulez. Est-ce que vous voulez faire un avion Cessna? Est-ce que vous voulez faire un Boeing? Est-ce que vous voulez… Voilà. Donc, ça, c'est maintenant vous. Et vous devez également voir quelle est la faisabilité par rapport à ce que vous avez technologiquement. Si je veux faire un Cessna, je sais que le cockpit est assez basique. Ce n'est pas la même chose si je veux faire un Boeing 737. Voilà, donc vous devez savoir quelles sont vos limites technologiques pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Après, de l'autre côté, vous avez besoin des commandes qui vous permettent, vous, en tant que personne à l'intérieur, d'interagir avec ce monde virtuel. Voilà, donc ces commandes sont constituées, en réalité, ce ne sont que des joysticks qui peuvent être en bois, en plastique, qui permettent de créer l'interface. En réalité, les mouvements analogiques dynamiques que vous faites dans le cockpit sont envoyés sur un ordinateur. L'ordinateur doit les convertir en numérique. Et puis, de numérique, ça doit passer par une passerelle pour être reconnu par le logiciel de simulation. Et le logiciel de simulation les transmet sur un visuel. Donc, voilà le process. Voilà, il faut partir du côté mécanique, voilà, en numérique, passerelle, puis le logiciel de simulation. Ok, ça c'est super expliqué là parce que c'était tout chaud dans ma tête. Je me demandais avant l'interview si vous avez eu à coder vraiment le logiciel de simulation. Mais là, je me dis que vous l'achetez. C'est quoi? Est-ce que c'est gratuit ce logiciel ou bien Non, ils sont vendus les logiciels. Les logiciels sont sur le marché. Il y a 3 logiciels principaux, ils sont vendus. Donc, vous achetez le logiciel, il est brut. Et après, il y a des customisations. C'est vrai qu'il y a des petits codages à faire, mais ce n'est pas des codages aussi approfondis parce que moi, je ne suis pas un codeur de programmation, je ne suis pas un génie de l'informatique. J'ai des notions assez approfondies en informatique. Donc, c'est du XML ou du HTML qu'il faut juste créer quelques codes pour pouvoir customiser ces instruments-là. Bon, le XML, HTML, c'est ce qu'on utilise pour créer des pages web. Oui, des pages web. Ouais. Le HTML, c'est juste des pages web, mais ça n'envoie aucune commande. J'imagine qu'en arrière, il y a d'autres langages vraiment pour envoyer. Alors, on ne modifie pas, on ne fait pas de codage pour les commandes parce que les commandes sont déjà au niveau du simulateur de vol, du logiciel de simulation. Ce que l'on modifie, c'est les affichages pour les instruments. OK. Voilà, on peut modifier quel type d'instrument que l'on veut parce que c'est l'affichage. Et ces affichages, généralement, utilisent du HTML. Maintenant, en termes de commandes, ce qu'on peut faire, c'est un calibrage. C'est-à-dire, il faut que je décide. Quand je prends un bouton, j'appuie le bouton. Je dois décider ce bouton quand tu appuies un bouton, tu es en train d'envoyer une commande, en fait. Voilà, exactement. Donc, quand j'appuie un bouton, je dois pouvoir définir ce bouton doit faire quoi dans l'avion. Donc, je dis, quand j'appuie ce bouton, ça correspond à faire rentrer le train d'atterrissage. Donc, c'est ça mon travail maintenant. Donc, je dois partir du bouton qui est analogique, qui est un signal électrique, le transférer en numérique. Donc, je passe par un circuit intégré qui transforme cette analogie, le courant, en numérique pour que je le récupère par un USB et que je le remette dans un ordinateur pour que devienne un signal numérique de l'ordinateur. Et de l'ordinateur, maintenant, il devient comme un contrôleur de jeu, comme si j'ai branché une PlayStation, une clé USB, voilà. Et de là, maintenant, voilà, de l'ordinateur, il faut que je l'emmène au niveau du simulateur. Alors là, il y a une autre plateforme qu'il faut mettre, une plateforme informatique qui est là, qui est un logiciel qui permet de les transférer là-bas.
Voilà. Et de là, une fois que je suis dans le logiciel, maintenant, je vais dans les paramètres avancés. Donc, il y a des options avancées qui me permettent de customiser. Donc, c'est là maintenant, je vais commencer à définir ce que je veux que ce bouton fasse. Voilà. Et donc, je vais faire les essais pour que ça fasse entrer le train ou ça fasse sortir le train. Donc, c'est un peu cette logique-là. Maintenant, après, pour comprendre ça, il faut d'abord être dans le domaine pour Oui. savoir si je fais ça, qu'est-ce que ça doit correspondre à quoi de l'avion. Voilà. Oui. Mais là, je comprends très, très bien. Là, et en même temps, on voit les différents corps de métier, en fait, qui vont intervenir dans la mise en place d'un pareil simulateur. Donc, il faut des informaticiens, bien évidemment. Exactement. On a fait, par exemple, le code HTML. Il Mhm. faut des ingénieurs, et c'est pas électrique ou mécanique. Il faut des Ouais. pilotes comme ça, comme vous, qui maîtrisez déjà quand même la simulation bien de pilotage. Et Mhm. donc, tout ce monde-là a eu à contribuer pour la mise en œuvre de ce premier simulateur. Donc, ainsi naît dans le premier simulateur parti des objets récupérés comme ceci. C'est Ouais. incroyable. Et donc, Mhm. une fois que vous le mettez dans, vous créez ce simulateur, vous le testez, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Alors, les gens étaient émerveillés. Déjà, quand nous avons annoncé le lancement du premier simulateur de vol Made in Congo, et nous avons dit, ben, venez visiter, c'est gratuit. Il y avait une foule. On pouvait pas imaginer qu'il y avait autant de gens. Donc, nous étions débordés, surtout que Ah, c'était c'est une sûr. fois. Oui. Et donc, il y a eu un monde fou qui est arrivé. On a compris qu'il y avait de l'engouement. Et les gens étaient satisfaits également du résultat final. Donc, c'était très beau de voir que le cockpit était réussi, c'était réaliste. Il y avait l'association du mouvement, il y avait l'illusion. Certaines personnes disaient, mais on dirait que ça bouge, mais pourtant ça bouge pas. Donc, c'était vraiment le but de créer ces sensations-là. Et Mhm. donc, pendant 2 ans, nous avons observé, ça a eu un succès. On s'est dit, bon, d'accord. Et après, des gens, ils ont commencé à douter, oh non, ben, ils font rien. Il y a des gens qui ont acheté ce simulateur, ils sont venus poser, ils n'ont rien fait eux-mêmes. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Ah oui, oui. Il y en a toujours pour critiquer là, hein. Et Voilà, en ce temps, eux, ils n'ont absolument rien fait, hein. justement. Ben, nous, on a pris notre mal à la patience, on n'a pas répondu à ça. 2 ans après, on a lancé le nouveau projet. On a dit, cette fois-ci, ça va être un projet pédagogique, ça va être construit dans un lycée technique. Et non seulement dans un lycée technique, ça va être construit par des élèves. Nous, on va juste superviser. Et donc, on a construit maintenant un deuxième simulateur qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus grand que le premier, beaucoup plus avancé, avec de l'électronique, avec les affichages, beaucoup plus complexe. Et le projet a pris 18 mois pour être réalisé dans un lycée technique, par des élèves dans un lycée technique. Et Wow. non seulement c'était fait par des élèves, mais pas à pas, nous avons montré étape par étape comment c'était construit le simulateur. Donc, quand nous décidons d'aller acheter des pièces au marché, ben, on prend la caméra, on va au marché. On achète des billes, on achète des tôles, on revient. S'il faut prendre du bois, on va chercher du bois. S'il faut aller ramasser des choses dans les cases des véhicules abandonnés, on récupère les sièges, on récupère les instruments, voilà, on filme ça, on met sur les réseaux sociaux. Et donc, quand les gens ont commencé à suivre, on dit, ben oui, apparemment, ces gars-là, ils sont sérieux avec ce qu'ils font. Incroyable. Oui, il a fallu faire tout ça pour montrer aux gens que Voilà, c'est vous qui avez fait. C'est incroyable. Là, putain. justement. Et quand ils ont vu le résultat final, ils ont dit, waouh. Donc, c'est vrai. Et ce qui est important, surtout, c'est que le deuxième simulateur, je te garantis, c'est minimum 3 fois ou 4 fois plus beau que le premier. Là, il Donc, n'en revenait pas. Là, et là, les gens n'en revenaient pas. Et le c'est débat a sûr. été clos à ce niveau. C'est fini. Ouais. On ne parle plus. Ben, je trouve que l'idée elle était vraiment géniale d'aller vraiment le faire dans un lycée technique. Parce que ce Ouais. qui se passe avec ces lycées-là, ce sont vraiment des gens, des techniciens, ce sont vraiment des personnes qui sont supposées vraiment apporter ce genre d'innovation dans Mhm. nos différents pays. Mais le plus souvent, ils sortent de ces écoles et ils ne savent même pas ce qu'ils peuvent vraiment réaliser Juste avec le réalisé. diplôme. Exactement. C'est Et donc donc, c'était le but vraiment d'échange parce qu'on s'est dit, OK, nous, aujourd'hui, nous avons une certaine expérience, nous avons une compétence. Il nous manque des ressources. Nous n'avons pas d'atelier. Nous avons très peu d'argent. On se finance. Mais par contre, si on procédait par un certain échange avec un lycée, le lycée a des ressources, le lycée a des machines, il y a du personnel qualifié, il y a des instructeurs, et là, il y a des élèves qui sont là disponibles, la main-d'œuvre. justement. Pourquoi ne pas aller dans un lycée, profiter des ressources et nous, en retour, transmettre le savoir à ces élèves. Parce que ces élèves, ils sortent du lycée. Moi-même, je suis sorti du lycée, mais avec aucun projet. Aucun, Alors, au lieu de sortir avec aucun projet,
cette fois-ci, si ces élèves à partir du lycée peuvent concevoir des projets réalistes et qui vont servir dans la communauté. Donc, du coup, un élève qui sort de la terminale, qui a fini son bac, il dit, waouh, le simulateur qui est à l'aéroport de Maya, c'est moi qui l'ai construit. C'est magnifique. Moi, j'aurais tellement voulu avoir ça dans mon parcours. Bien sûr, Donc, bien sûr. donc, on a compris que c'était la meilleure expérience qu'on pouvait offrir à ces élèves qui sont dans les lycées. Mais Donc, le simulateur de vol n'était peut-être que, on va dire, le premier projet pilote. Mais après, on peut aller dans tous les domaines. bien sûr, bien sûr. Alors, ça vraiment, c'est fantastique, ça vraiment. Et comme je te dis là, ça va ouvrir des portes à d'autres projets, mais surtout, Mhm. ça va aussi ouvrir des portes sur comment est-ce qu'on peut redéfinir en fait l'éducation Exactement. nous, parce que l'éducation, même dans les lycées techniques, elle reste presque théorique et Théorique, justement. aucune pratique. Il a fallu que vous veniez avec un projet comme cela pour que ces étudiants-là puissent toucher du doigt vraiment tout ce qu'ils ont eu à apprendre dans leur cursus scolaire. Donc, Ouais. Et si tu permets, ce qui est surtout marrant, c'est que quand on arrive au lycée technique avec ce projet, euh, on explique le projet aux élèves, ils disent non, c'est pas là, c'est pas monsieur, monsieur, laissez tomber, on ne peut pas réaliser ce genre de projet ici. Ils sont tellement pessimistes. laisse-nous les affaires du blanc là, nous. On vous connaît, vous allez venir ici, vous allez emmener la télé, vous allez faire le cinéma, après vous allez disparaître. Non, non, laissez monsieur. En plus, un simulateur, non, 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 personne ne sait fabriquer un simulateur. C'est impossible de faire ça au Congo. Donc, ils sont tellement fermés, tellement, oh là là, c'est une grande barrière. Et ce qui a été formidable, c'est que quand on a commencé le projet, 2 mois, à peu près 3 mois après, ils commencent à se rendre compte que, ah ouais, mais apparemment, ces gars-là, ils savent ce qu'ils font, hein. Apparemment, ce truc-là va marcher. Et ça a commencé à susciter de l'inspiration. Un jour, il y a un des élèves qui est venu vers moi pour me dire, ah bonjour monsieur, je voulais vous voir parce que je suis en train de faire un projet. Je dis, ok, d'accord, ça m'intéresse. C'est quoi ton projet? Il dit, alors moi, je suis dans une zone où généralement, il y a beaucoup de délestage. Donc, il n'y a pas de courant dans notre zone. Alors, j'ai remarqué que l'alternateur de la voiture qui traîne là, je veux voir, est-ce que je peux pas prendre cet alternateur et fabriquer une petite source d'énergie chez moi pour que je branche ça, pour que je recharge au moins les téléphones mon téléphone et les téléphones de mes parents avant la lumière. Donc, ça commence à inspirer. Donc, chaque élève commence à dire, waouh, et moi aussi, apparemment, je peux faire quelque chose, je peux récupérer quelque chose et ça peut servir. Donc, voilà ce qui était très, très intéressant, surtout commencer à inspirer. Et on s'attendait que les élèves soient inspirés, mais je ne m'attendais pas que ça arrive aussitôt, en 2 mois. Et on n'a pas besoin de grandes choses là. Le plus souvent, on est resté calqué sur un même modèle là et tout le monde suit ce même modèle. Il suffit vraiment que tu arrives avec, parce que aussi en Afrique, on aime vraiment beaucoup copier. Donc, il suffit que tu arrives avec quelque chose de différent, ça va susciter l'engouement automatiquement. Surtout auprès des jeunes comme ça, ils vont se dire, waouh, s'ils ont pu monter un simulateur, mais créer de l'énergie, avoir de l'énergie, là, c'est pas plus compliqué que d'avoir un Justement, exactement. c'est pas si compliqué que ça. Et il faut justement qu'il y ait des projets comme ça pour stimuler cette jeunesse-là. Il faudrait qu'on leur montre que ça, c'est capable. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à croire que l'Afrique a continué d'avoir des problèmes d'électricité, alors qu'il y a tellement de solutions, tellement simples pour produire. Et accessible. Et accessible pour produire pas une quantité d'énergie, d'électricité qui va alimenter toute la maison, mais au moins ce qui pourra allumer une ampoule, bien te charger ton téléphone. Là. Il y en a tellement de solutions. Et il faudrait vraiment qu'on montre ça à ces jeunes-là. Et c'est ce que nous faisons ici sur cette chaîne-là, montrer que c'est possible. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Justement. Et voilà, et moi j'ai beaucoup apprécié ce concept de génie d'Afrique là, parce que beaucoup de gens ont besoin de modèles de réussite. Et malheureusement, l'Occident, quand il s'agit des modèles de réussite d'Africains, ils n'aiment pas montrer ça. Donc, quand il s'agit de la danse, il s'agit de danser, gigoter, là, ils sont contents, ils montrent très bien. Mais dès que ça devient sérieux, ça devient de l'éveil, ça devient des jeunes qui sortent de l'ordinaire, qui inspirent. Là, ils ne montrent plus, ça devient leur limite. Justement, hier encore, je causais avec une autre amie, et là, je lui disais que nos gouvernements quand ils s'en vont chercher des milliards, s'endetter pour des milliards à la Banque mondiale, pour investir sur des projets comme la construction des stades, des trucs comme ça inutiles. Alors là, ils ont le financement, mais à aucun moment, on ne les voit aller prendre des sommes pareilles pour financer
des projets aussi innovants que le vôtre, des projets des projets faits par des jeunes. À aucun moment on ne devra faire ça. Pourtant, c'est pas là que passera vraiment le développement de l'Afrique. Exactement. Et là, tu regardes ça, je te dis, ben, on voit très vite que, bien sûr, que les pays occidentaux ne vont pas laisser les Africains se développer. À aucun moment, ils vont vouloir vraiment que la jeunesse prenne conscience et fasse les choses différemment que ce qu'on a toujours eu à leur montrer. Et c'est vraiment dommage. Et c'est ce que nous, on veut vraiment mettre fin à ça. Il faudrait que l'information soit distillée, partagée, que les gens sachent qu'il n'y a vraiment pas de barrière dans la science ou la technologie ou l'innovation, qu'on peut vraiment faire des choses. Et l'information est là, elle est sur Google, elle est sur YouTube. Vous savez, juste en allant sur ces réseaux-là, vous avez pu monter des choses. Mais les jeunes sont sur ces réseaux-là à ne rien faire. Pourtant, il y a tellement d'informations, tellement de contenu. Nous, on va distribuer ça, on continue de distribuer comme on est en train de faire là. Et on espère que les choses vont bouger vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Et ce que je dis souvent aux jeunes, quand je fais des conférences, je dis, mais vous savez, quand nous avons fini le deuxième simulateur, celui qui a été fait au lycée technique, nous avons partagé ce simulateur sur les réseaux sociaux. Mais figurez-vous, il y a des gens en Europe qui nous ont demandé, est-ce qu'on peut avoir les plans de fabrication? Non. Pourquoi ils sont en Europe? Pourtant, ils sont en Europe. Ouais, ils ont dit, waouh, est-ce que vous pouvez nous donner les mêmes plans? On veut fabriquer la même chose. Ils sont en Europe. C'est l'objectif, en fait, je ne comprends pas. Non, en fait, parce que les gens s'imaginent, se disent forcément, ce qui est fait en Afrique, c'est qualité dégradée par rapport à ce qui se fait en Europe. Mais là, nous avons fait quelque chose de tellement bien que quelqu'un qui est en Europe, il a dit, waouh, est-ce que je peux avoir vos plans? Je vais fabriquer la même chose chez moi. Oui, c'est fort. Donc, du coup, c'est tellement fort qu'il a mis de côté son complexe. Que moi, je suis en Europe, ça, sont des Africains, on peut faire mieux. Donc, il a mis ça en côté. Il a demandé, est-ce qu'on peut avoir ces plans? On veut refaire la même chose. Ouais, c'était peut-être quelqu'un de très ouvert d'esprit, mais c'était un message fort pour dire que nous, on a fait quelque chose que des gens qui sont en Europe sont de dire, waouh, comment ces gars-là, ils ont fait ça en Afrique? Nous, au moins, on a toutes les ressources, on peut tout avoir dans des boutiques, mais eux, chez Casino, il n'y a rien chez eux. Comment ils ont pu avoir une telle finition avec ceux qui se débrouillent en Afrique là-bas? Voilà, donc c'était vraiment un message à passer aux jeunes pour dire que peu importe ce que vous avez comme ressources, il y a toujours une capacité de réaliser quelque chose de grand et surtout de le faire bien propre et professionnel. On n'est pas obligé. Bon, c'est vrai que c'est pas de la faute de ces jeunes-là. Quand on fait un peu des Made in Africa, ces jeunes-là, ils n'ont pas des notions de design, ils n'ont pas des notions, ils n'ont pas aussi de moyens, on les comprend. Du coup, ils font des choses où c'est pas fini, c'est pas bien fini, c'est un peu bâclé, ça fonctionne. Mais il y a un côté émotionnel qui est très important, c'est qu'un travail bien fait, bien fini, ça génère de l'émotion. Donc, il faut travailler sur un certain détail de finition. Et ça s'apprend. Il faudrait aussi partager de l'expérience à ces jeunes-là. Quand vous faites quelque chose, même si ça fonctionne, ça ne suffit pas que ça fonctionne. Il faut vendre de l'émotion. Quand les gens voient quelque chose, ils vont dire waouh, comment ils ont fabriqué ça? S'il n'y a pas de waouh, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait un waouh. Et donc, ça aussi, c'est de l'expérience qu'il faut transmettre à ces jeunes-là. Voilà. Donc, du coup, j'aimerais savoir aujourd'hui, donc, quels sont les différents services que vous offrez? J'imagine que vous formez des jeunes est-ce que vous formez déjà des jeunes? Vous avez un centre de formation et sur quoi vous formez exactement? Alors, nous avons notre vision Sim Aerospace. Nous avons 4 branches. Donc, nous avons le Sim Aerospace Industry qui est censé fabriquer tous nos simulateurs. Donc, ça, c'est le côté industriel. Donc, nous avons prévu un département industriel qui va fabriquer tous nos simulateurs. Deuxième côté, nous avons le Training Center, là où nous allons former le personnel. Le personnel d'abord pour Sim Aerospace et puis toutes les formations pour des jeunes qui en ont besoin. Donc, les formations sont orientées, des formations d'aviation, comme des cours préparatoires pour pilotes de ligne. Okay? Et ces cours préparatoires, c'est divisé en plusieurs segments. C'est segmenté pour enfants de 6 à 12 ans, de 12 à 16 ans et plus de 16 ans. Voilà, donc dès l'âge de 6 ans, on peut apprendre à piloter. Ah oui, bien sûr. Votre enfant peut apprendre un métier dès l'âge de 6 ans. N'attendez pas que l'enfant ait le bac pour commencer à réfléchir quel métier il va faire. Il faut le faire très tôt. Voilà, nous avons également commencé des formations en aviation sur des programmes Amadeus, tout ce qui est agent de voyage, réservation, ticketing. Voilà. Et nous avons également une formation en hôtesse d'accueil. Hôtesse d'accueil,
Pour l'heure, nous ne faisons pas hôtesse de l'air parce que la demande n'est pas forte. On ne veut pas former les gens pour qu'ils chantent. Nous avons les compétences pour le faire, mais nous avons orienté cette formation hôtesse d'accueil bilingue pour répondre à un besoin des entreprises, des hôtels, etc. Parce qu'il y a une forte demande et mettre un côté beaucoup plus professionnel. Parce que dans nos pays, l'accueil, ce n'est pas encore un métier. On ramasse quelqu'un dans la rue, on le pose là parce que le visage est joli. Donc, on veut apporter une touche très professionnelle. Et depuis que nous avons commencé ces formations, pourtant, nous avons d'abord vocation de former des pilotes, mais c'est la formation qui est devenue la plus populaire. Les gens nous connaissent plus maintenant par les hôtesses qu'ils nous connaissent par les pilotes. Donc, voilà. Et là, nous sommes en train de lancer aussi une nouvelle formation qui va commencer. Ça va être une première. Ça va être des présentatrices météo. Donc, aujourd'hui, la météo en Afrique. Oui. Et là, vous êtes sorti carrément du monde de l'aviation, là. Non, mais c'est toujours l'aviation, la météorologie, c'est l'aviation. Ah, la météorologie, ok. Voilà, présenter la météo. Ok. Voilà, donc c'est toujours l'aviation. Ok. Et donc, nos chaînes africaines, généralement, quand on voit le contenu météo, c'est pas bon, c'est pas pro. Et on se contente d'avoir ce que les chaînes européennes nous proposent. Ben, ils parlent ça serait la météo de quoi? Du continent ou bien parce que… Non, ça sera surtout la météo locale. Donc, ça ne sera pas uniquement des capitales, mais ça sera de chaque petit village pour savoir, avant de partir au champ, quelle météo il va faire chez toi. Parce que quand l'Occident nous présente la météo, il nous présente uniquement les météos des grandes villes, des grandes capitales. Mais la météo, ce n'est pas la même météo de Brazzaville qui prend tous les territoires congolais. La météo à Brazzaville, ce n'est pas la même météo au nord du Congo, ce n'est pas la même météo à l'ouest. Donc voilà, donc il faut donner maintenant une météo locale. Comme chez eux, quand on fait la météo de la France, on fait météo département par département. Et donc nous, on va lancer ce produit et on va faire vraiment des présentations de qualité, vraiment avec des normes, les mêmes standings qu'en Europe. Donc, une très belle présentation, des gens très professionnels, très bien formés et qui interprètent très bien la météo avec une très bonne précision. Donc, ça, c'est la nouvelle formation qui va commencer en mars. Super. Et donc, hormis ces formations, est-ce que les simulateurs, vous les vendez? J'imagine que peut-être des gens aimeraient avoir un simulateur, peut-être aussi pour se former, je ne sais pas, chez eux, ou bien aussi pour voir ça comme un matériel de divertissement. Donc, est-ce que vous les vendez aussi? Oui, alors, avec le simulateur, ce que nous faisons, nos simulateurs sont à vendre. Donc, jusqu'à présent, nous avons reçu pas mal des pays qui nous ont contactés qui voulaient bien s'approprier du simulateur et reproduire le même concept. Parce que nous, on veut bien labelliser le concept pour que des sim aerospace soient implantés partout. Bon, même si la personne veut avoir une indépendance, nous, on peut également lui vendre le simulateur. Parce qu'avoir le simulateur ne suffit pas. Il faut savoir comment créer un modèle économique à partir de ce simulateur-là. Donc, c'est un concept tellement nouveau qu'il n'existe pas. Donc, si vous n'avez pas d'expérience, ce n'est pas évident que vous mettez en place un centre comme Sim Aerospace. Voilà pourquoi nous proposons un accompagnement. Donc, pendant une année, on va vous accompagner, on va vous former des opérateurs qui vont vous faire fonctionner la structure jusqu'à ce que vous ayez une certaine indépendance, après on vous lâche. Donc, jusqu'à présent, nous avons eu un client du Gabon qui s'est vraiment engagé, qui a fait une avance pour commander son simulateur pour que ce soit installé à Libreville. Donc, si ce n'était pas Covid, actuellement, nous aurons eu déjà le deuxième Sim Aerospace à Libreville. Le premier Sim Aerospace à l'international. Voilà. Mais, et après… À peu près combien, si je suis pas indiscrète, là, le prix d'un… Non, ce n'est pas du tout indiscret. Alors, nous avons plusieurs types de simulateurs. Donc, en fonction de ce que vous voulez, nous avons plusieurs catégories. Nous avons une catégorie de simulateurs qui coûte 12 millions et nous avons une catégorie qui coûte 16 millions. Donc, en fonction du type d'avion et en fonction des options dans le simulateur, vous avez un prix. Donc, voilà. En même temps, j'ai vu sur votre page que vous ne faites pas juste des simulateurs de vol. J'ai aussi vu les simulateurs un simulateur de voiture de course. C'est ça. Oui. Alors, nous, c'est Sim Aerospace, c'est concepteur de simulateurs, donc simulateurs tout type. Pour nous, aujourd'hui, la vision, c'est qu'on a compris que le simulateur est un outil très puissant d'apprentissage. On apprend beaucoup plus vite avec un simulateur qu'on apprend avec les papiers. Et donc, on a compris aujourd'hui, si vous voulez faire les choses pour que les gens deviennent beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces, le moyen le plus efficace et le moins cher, c'est faire des simulateurs. Je m'explique. Si vous voulez apprendre à conduire une voiture, la voiture, elle coûte cher. Quand tu fais un accident, tu vas dépenser des centaines de mille pour la réparer. Mais si tu apprends à conduire dans un simulateur, ça ne te coûte rien, ça te coûte l'électricité seulement. Ça, c'est super, ça. Mais c'est vrai. Voilà. Et
Voilà. Et donc, si peut-être pour une voiture, ça paraît banal, mais pensez par exemple au transport en commun, des grands bus, pensez aux véhicules spéciaux, où les gens n'ont pas d'école pour se faire former. Les gens se forment dans le tas de façon non professionnelle. Alors, nous, on veut faire des centres de simulation pour que les gens soient entraînés de façon professionnelle. Si Ah, aujourd'hui, les en auto-écoles aviation, également. Ça serait super ça pour les auto-écoles, en fait. justement, et si aujourd'hui l'aviation est devenue le moyen de transport le plus sûr, c'est parce qu'en aviation, les pilotes sont très entraînés. Comme je disais au départ, tous les 6 mois, on repart refaire le médecin de compétences. Mais nos chauffeurs qui conduisent des bus, qui conduisent ces gros véhicules, ils ont d'abord appris de façon non professionnelle. Ils n'ont jamais été entraînés Ouais. à conduire ces véhicules dans le mauvais temps, sous l'orage, sous la pluie, la nuit. Donc, du coup, la première fois qu'ils tombent sous l'orage la nuit, c'est ta première expérience. Ah, Donc, ça, la probabilité qu'ils fassent un accident est très élevée. c'est Mais clair. par contre, si pendant là, vous mettez une plateforme où ces gens sont formés et sont entraînés dans des simulateurs, dans n'importe quel type de temps, à ce moment, le jour qu'il va rencontrer le même temps, c'est du déjà vu. Ouais. Il a plus de probabilité de s'en sortir vivant que de tuer les gens. Donc, ça veut dire que c'est un programme même qui doit être affrété qui doit être adapté dans tous les types de moyens de transport pour améliorer, pour former et améliorer la sécurité. Ah, Surtout oui. aussi diminuer les coûts de formation et rendre les métiers beaucoup plus accessibles. Donc, de l'autre côté, les simulateurs vont permettre à ce que même des enfants apprennent déjà le métier dès l'école primaire. Ouais, Donc, nous, notre but, c'est c'est- mettre des simulateurs déjà dans les écoles primaires pour qu'un enfant de 10 ans, il choisisse déjà son métier. Si surtout s'il est dans le transport, s'il veut être pilote de ligne, il peut commencer une formation pilote. S'il veut être chauffeur engins spéciaux, des grues, je ne sais pas, il peut apprendre à faire ça. S'il veut être, je ne sais pas, capitaine de bateau, il peut faire déjà sur un simulateur de bateau, de navire. Donc, ainsi de suite. Et quand un enfant, il a son bac, en réalité, il a déjà le métier en main. Mhm. C'est Mhm. pas comme nous, on a eu le bac, on savait rien, c'est quoi un instrument de vol. Donc voilà, les choses ont changé. Mhm. Ah ouais, wow. Je vois le projet, je trouve vraiment, il est tellement immense et en même temps, c'est tellement stimulant parce qu'il y a tellement de choses à faire sortir de ce projet-là. Je trouve Mhm, ça, je trouve ça immense. Wow. Du coup, la question que je me demandais, plus tu parlais de simulateur, plus je voyais en fait une sorte de technologie, la réalité virtuelle ou bien la réalité ouais. augmentée. Mhm. Est-ce que c'est Alors, quelque chose que oui, vous comptez explorer pour encore rendre le produit vraiment plus euh, oui, bien sûr, bien réel? sûr, bien sûr. Alors, avec les types de simulateurs, il y a certains types de simulateurs qui sont adaptés pour la réalité virtuelle, d'autres non. Je m'explique. Si c'est un simulateur d'avion de ligne, un pilote de ligne ne porte pas de casque. Donc, si tu fais un simulateur d'avion de ligne avec le casque virtuel, ça ne répond pas. Parce que ça ne correspond pas à l'ergonomie du cockpit, ça ne correspond pas au geste qu'il va faire dans le cockpit. Donc, il est important qu'il y ait plutôt un système visuel, que le cockpit soit identique à celui d'un avion. OK. Mais par contre, si je fais un simulateur, par exemple, de voiture de course, là, je peux mettre de la réalité virtuelle. Parce qu'il OK. peut porter un casque pour que l'environnement soit reproduit uniquement dans ses yeux. Parce qu'un pilote de voiture de course n'a pas des instruments comme dans un cockpit d'avion. Donc, tout ce qu'il Exactement. a besoin, c'est de voir à l'extérieur. Voilà, donc Exactement. là, on peut mettre un casque. C'est ce qu'on a fait avec notre simulateur de voiture de course F242. Donc, nous avons intégré un casque réalité virtuelle pour qu'il y ait plus d'immersion. Exact. Du coup, la personne se trouve plongée dans un monde virtuel et il ressent vraiment les sensations qu'il est dans un monde 3 dimensions. Et donc là, ça rajoute une valeur ajoutée à la qualité du produit. Maintenant, OK. après, à cela, nous ajoutons également des vibrations parce que un simulateur, on ressent mieux, Zaria. on va dire, on se reproche de la réalité quand tous les sens sont impliqués, c'est-à-dire il y a la vue, il y a lui, il y a le bruit, et il y a ce qu'on également on appelle la proprioception, ce que les gens négligent beaucoup. Il faut qu'il y ait des vibrations. Parce que quand je suis dans une voiture, même si je suis à l'arrière, j'ai les yeux fermés, si on démarre, je vais savoir qu'on a démarré. Parce qu'il y a des vibrations. Je vais sentir des vibrations sur mon corps. Le moteur fait vibrer la cellule. Oui, Donc, quand tu es aussi. dans une voiture, tu démarres la voiture ne vibre pas, ton cerveau comprend que c'est un simulateur. Mais quand tu démarres, dans la vue, ça démarre et ça vibre également. Donc, ton cerveau, tu dis, waouh, c'est la réalité. Donc, à un certain moment, tu es plongé dedans, tu es convaincu que c'est la réalité. Donc, il faut toucher sur chaque petit détail. Donc, voilà ce que nous essayons de faire. OK. Dans cette réalité virtuelle-là, j'imagine que oui, il faut le casque. Et il faut aussi, je pense que le logiciel de simulateur, le De logiciel, simulation de voiture, voilà, c'est exactement. lui en fait qui est adapté à la réalité virtuelle en fait.
Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, sur le marché, c'est comme sur les logiciels de simulation, il y a Donc, également des grandes maisons qui sont spécialisées dans les simulateurs de voitures. Donc, c'est un peu en aviation, c'est pareil, hein. Donc, nous avons deux ou trois grands constructeurs de moteurs. Tous les avions que vous voyez dans le monde, ils sont fournis que par trois grands constructeurs. exact. Donc, chaque constructeur ne fournit pas son moteur. Il y a des gens qui sont spécialisés pour construire les moteurs. Eux, ils achètent le moteur, ils posent sur leur avion. Que ce soit Airbus, que ce soit Boeing. Donc, voilà. Super. C'est tout. Du coup, ma dernière question serait, donc, est-ce que tu penses que un étudiant qui vient se former là chez vous, avec juste le simulateur de vol, pourrait vraiment se trouver, je ne sais pas, aurait vraiment augmenté ses capacités de pilote et pourrait juste aller prendre une formation pratique pour conclure sa formation? Hmm. Alors, cette question revient très souvent et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une Aerospace. Moi, ma première fois que je suis monté dans un avion, c'est le jour que je partais en formation pour devenir pilote. Donc, j'arrivais à l'école niveau zéro. Alors, tu imagines le choc. Tu arrives, tout est nouveau, tu es un bleu, tu es perdu, c'est du chinois que tu vois partout et Exact. c'est dommage. Et c'est ce qui fait que le taux d'échec est très élevé dans des formations de pilote. OK. Une séance de pilotage dans un avion, la moyenne, c'est peut-être 100 000, 60 000, entre 60 000 et 100 000, en fonction des types d'avions, jusqu'à 120 000 sur les petits avions. Vous imaginez que chaque séance vous coûte 100 000 francs. Donc, si vous n'avez pas ciblé une leçon, c'est 100 000 francs que vous avez jeté. Yeah. Ça coûte très cher. Et vous avez des centaines d'heures à faire. Donc, ça vous avez des dizaines de milliers à faire. Wow. En réalité, avec un simulateur, on peut refaire aujourd'hui, reproduire à 85%, croyez-moi, minimum 85% exactement la réalité, avec la même précision, le même contenu de formation, Wow. mais avec des prix jusqu'à 10 fois moins chers. Est-ce que vous comprenez? Donc, on peut se faire former avec la même qualité 10 fois moins cher. Donc, du coup, on peut venir dans un centre comme Sim Aerospace. Nous, on vous entraîne juste parce que quand vous finissez la formation chez nous, en réalité, vous avez fait le même programme que dans une école de pilotage de A à Z. Le jour où vous arrivez à l'école, vous n'apprenez plus à piloter en tant que tel. Vous n'aurez que besoin de quelques séances de vous adapter parce que ça sera un environnement réel. Mais sinon, tous les exercices, vous l'aurez fait, vous les aurez compris. Et puis, ce qui va vous rester à faire, c'est surtout le côté théorique, passer tous les examens théoriques parce que nous n'avons pas le temps de former les gens en théorie, ça prend trop de temps. Donc, nous focalisons plus sur l'aspect pratique. Donc, Justement, ce qui va rester, c'est là c'était valider. Je te laisse continuer. Vas-y. Oui, je disais, là, c'était comme la question qui allait suivre, c'est donc du coup, si un jeune qui veut se former et qui est peut-être à Brazza ou bien à Yaoundé, et quand vous êtes, qui est peut-être à Libreville, vous êtes à Brazza, comment est-ce que ce jeune-là peut se former s'il aimerait vraiment euh, avoir la formation venant de vous? Alors, Cyberspace, nous sommes un centre ouvert à l'international et nous avons déjà reçu des étudiants étrangers. Nous avons reçu un étudiant venu de Kinshasa, nous avons déjà reçu une étudiante venue du Ghana et, euh, et nous avons déjà des étudiants formés à Cyberspace après la formation à Cyberspace que nous avons orienté en Afrique du Sud. Donc, avec des écoles avec qui nous avons déjà le contact. Donc, ils sont aujourd'hui en train de finaliser leur formation. Nous étions censés recevoir déjà une forte délégation du Gabon, mais c'est Covid qui a retardé ça. Sinon, il y avait 6 étudiants du Gabon qui devaient venir en formation. Et OK. donc, nous avons un partenariat en matière de logement pour ces étudiants-là. Donc, nous avons un site où nous pouvons les loger en toute sécurité, venir faire des cours préparatoires accélérés en 45 jours. Donc, une fois qu'ils finissent ces cours accélérés, ils sortent de là avec un degré de compétence très avancé. Donc, quand ils arrivent à l'école, au fait, c'est déjà des pilotes. Si vous les entendez parler, vous serez persuadé qu'ils sont des pilotes. Même si je les mets avec d'autres pilotes en train de causer, ils ne se douteront pas que ce sont des pilotes professionnels. Croyez-moi, il n'y a même pas un petit doute sur ça. Donc voilà, il prendra les commandes en vol, mais sauf que ça ne sera pas sécurisé parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour le faire. Mais sinon, moi, si c'est quelqu'un qui sort de Cyberspace, je lui donnerai les commandes en vol, il fera un vol Brazza-Pointe, il va le poser, il n'y aura même pas un doute. Il n'y a même pas un doute. Hein. Ah, Il n'y a même wow! pas un doute. Voilà. Et donc, aussi réaliste que la réalité. Jamais avoir eu à toucher physiquement l'appareil, tu le lui confies comme ça? Ben, en fait, le simulateur, en réalité, il y a des gens qui voient ça comme un jeu. Mais je t'assure, tu vois ça de l'extérieur, ça ne te dit rien. Mais si je te mets dedans le simulateur,
Avant la fin de la séance de simulation, tu vas oublier que c'est le simulateur. Tu seras complètement immergé, mais si généralement s'il y a un risque, par exemple, de rater l'atterrissage, mais si tu vois comment les gens stressent, les gens paniquent, tu lui dis, mais calme-toi, tu n'oublies pas, c'est un simulateur. Tu vas oublier que c'est un simulateur. Je te garantis, c'est ouvert derrière. C'est même pas fermé. Mais tellement tu es concentré, tu es plongé dedans, c'est tellement réaliste que tu auras la peur de ta vie. OK. Nous avons même déjà quelqu'un qui, au fait, il avait une phobie des avions, on ne lui a pas demandé. Donc, il est entré dans le simulateur. Quand ça a commencé à bouger, il a fermé les yeux, il a dit, faites-moi sortir d'ici, s'il vous plaît. Faites-moi sortir de ça. Donc, il n'arrivait pas. Tellement c'est réaliste. On dit, monsieur, c'était un simulateur. Nous avons un programme à Sim Aerospace pour des gens qui ont la phobie de l'avion. Il y a des gens qui ont peur de prendre l'avion. C'est vraiment un cauchemar pour reprendre l'avion. Mais en réalité, ce n'est qu'un problème de coaching. Nous avons adapté un programme pour ces gens-là pour les remettre en confiance ou prendre l'avion. Et ça marche très bien. Ah là, vous êtes vraiment devenu un entrepreneur. Ben, c'est tellement intéressant, en fait. Ouais. Je trouve ça vraiment génial, franchement. Chapeau, continuez ainsi. Du coup, En tout cas, merci. ça va aller avec notre dernière question. Alors, on a beaucoup de jeunes qui sont connectés sur notre plateforme et c'est rare de voir des jeunes se connecter sur des chaînes qui parlent de technologie, d'innovation comme cela. Et l'objectif, c'est de pouvoir les insuffler quelque chose. Et nous, on aimerait que tu les laisses un message. Si on te demanderait de leur donner un message, qu'est-ce que tu pourrais bien donner comme message à cette jeunesse-là? Alors, à cette jeunesse qui me suit, je veux surtout vous dire une chose. Nous ne sommes plus en 1800, nous ne sommes plus en 1900, nous sommes dans les années 2000. Le monde a changé. Le monde dans lequel moi j'ai grandi quand j'avais 10 ans, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Il n'y avait pas Google. Vous avez Google, vous avez YouTube. Vous n'avez plus de barrières. Dans mon temps, quand on partait à l'école, c'est l'instructeur qui avait tout le savoir. C'est lui qui décidait quel savoir il va te donner, sinon pas tu n'as pas le choix. Surtout si tu n'as pas un livre à la maison. Il était détenteur du savoir. Aujourd'hui, c'est obsolète. Votre instructeur, votre professeur, vos parents ne sont plus détenteurs du savoir. Le savoir est devenu universel, c'est devenu accessible. Tu peux avoir tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Même si tu veux partir dans l'espace, comment fabriquer une fusée, tu peux l'avoir aujourd'hui. Ce savoir est disponible. C'est uniquement ta volonté. Que fais-tu de ton temps? Est-ce que ton temps, tu passes à suivre des danses, des comédies sur les réseaux sociaux? Ou bien tu peux consacrer ton temps tous les jours à consacrer, à aller faire la recherche pour te développer dans un domaine. Parce que chaque connaissance que tu apprends tous les jours, ça va s'accumuler. À la fin de l'année, tu vas devenir compétent quelque part. Mais si tu ne prends pas le soin tous les jours d'apprendre quelque chose, à la fin de l'année, tu seras la même personne. Et il faut savoir, le temps où tu attends que les gens te donnent quelque chose est révolu. Maintenant, c'est toi qui prends les choses. Tu te décides, tu te débrouilles avec les moyens que tu as. N'attends pas que le gouvernement te donne les moyens. N'attends pas que tes parents te donnent les moyens. Fais avec ce que tu as. Si tu as 10 000, fais ton projet avec 10 000. Ramasse ce que tu peux ramasser. Trouve ce que tu peux trouver. C'est une fois que tu as fait un projet, quelque chose de bien, c'est là que quelqu'un te dira, waouh, mais ce jeune homme est intéressant. Comment on peut faire pour l'aider? C'est comme ça que Chenille d'Afrique va dire, waouh, le jeune homme qui a fabriqué quelque chose dans tel pays, on doit le mettre sous la table pour que des investisseurs peut-être financent son entreprise. Donc, il faut d'abord faire quelque chose. N'attends pas qu'on te donne tout pour faire quelque chose. Tu fais d'abord avec ce que tu as. Quand tu auras réalisé ce que tu voulais faire avec le peu que tu as, à ce moment-là, tu pourras trouver ce que tu as besoin pour aller beaucoup plus loin. Donc voilà, tout est sur la toile. À vous de jouer. Super. Ben, là, il n'y a plus rien à ajouter. Je pense que tout a été dit. C'était un message tellement intéressant et j'espère que beaucoup vont t'écouter et se lancer vraiment dans la recherche, dans la documentation. Et il y en a qui ont besoin d'informations, qui veulent se lancer dans ton domaine, toutes ces informations sur l'entreprise Ongania et tout ce qu'ils font, on va les laisser en description. Vous avez leur Facebook et toutes les informations dont vous aurez besoin pour entrer en contact avec eux si vous avez besoin d'informations, n'importe quoi. Donc, pour ce, nous, on va vous dire au revoir et à la prochaine pour un autre génie qui viendra nous parler de ce qu'il fait et de ce il a eu à trouver comme innovation pour notre beau continent. Merci à toi, Ongania, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On espère te recevoir et voir comment tu as évolué dans tous ces projets que tu as pour un prochain numéro.
Merci encore d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est un plaisir, c'est à moi de vous remercier. Merci pour cette plateforme, merci pour cette visibilité et merci surtout d'inspirer les gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont l'Afrique de demain. Merci, Merci, merci. Génie d'Afrique. Bonne soirée. Merci.